Bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entreprises et aux entrepreneurs qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, crowdfunding, tokenisation, travaux, mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour connaître leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif sous deux formats. Un accompagnement en 8 sessions, on vous prend par la main pour investir, ou sinon de manière clé en main où on recherche le bien, on fait les travaux, on meuble et on gère pour vous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leurs craintes, leurs peurs, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-nous dans cette conversation. Bon Bruno, je te propose qu'on commence. Ok, go. Voilà, bon, de toute façon, t'es un peu rompu au podcast, t'es quand même un expérimenté des podcasts. Ouais, j'en ai fait quelques-uns, c'est vrai. Ouais, voilà, donc il n'y a pas de genre de pré-réglage, prérequis à te communiquer, c'est assez Ouais, facile. je pense pas, ça devrait. Tu prévois combien de temps à peu près, toi? Moi, c'est 1 heure environ. Ok, Ça peut être un peu moins, un peu plus, mais généralement c'est 1 heure. Donc c'est pour ça que voilà, je cale 1 heure et demie parce qu'il y a toujours, tu vois, des pré-réglages, des discussions avant, après. Donc du coup, comme ça, au moins les gens ils sont bien concernés pendant 1 heure et demie et dans leur agenda, ça c'est bloqué. Mais ça peut durer être moins. Ça peut être moins. C'est pas de voilà. Généralement ok. 1 heure. Bon, bah écoute, pas de souci. Bon, en tout cas, moi je voulais te remercier, Bruno, d'avoir accepté l'invitation, en tout cas de nos échanges, parce que bon, il y a une réelle quand même expertise sur la gestion locative, qui est, à mon sens, l'une des étapes sous-estimées dans le milieu de l'investissement locatif, ou en tout cas dans le monde de l'immobilier. C'est vraiment sous-estimé, assez chronophage, assez mal vu, que ce soit par les investisseurs, même qui ont un lot ou qui en ont 50. C'est Ouais. vraiment mal vu. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Toi, bon, on va en parler, hein, mais c'est vraiment pour faire un peu le programme de l'enregistrement. Tu as sorti Monsieur Hugo, tu as sorti un livre sur la gestion locative. Donc, il y avait une certaine expertise. Tu passes aussi de façon régulière avec Jérémy de Ça fait un bail. Donc, je Hmm. sais que voilà, vous faites de quelques épisodes thématiques qui sont vraiment super intéressants. Donc, que j'invite les gens à aller écouter parce qu'il y a toujours quelque chose à en ressortir. Donc, mais nous, c'est la première fois que tu passes sur le grenier. On est Ouais. content de te recevoir. Bah, Et écoute, merci à toi. du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton état civil, s'il te plaît, mon cher Bruno, pour commencer cet enregistrement? Oui, alors, mon état civil. Donc, moi, je suis Bruno Cantegrel, j'habite en région parisienne et j'ai commencé par un métier de salariat. Donc, j'étais cadre dans le marketing chez Orange et en parallèle, j'ai commencé mes premiers investissements locatifs il y a 20 ans maintenant. Ça Euh, remonte, hein? Ça remonte un peu. Après, je n'y connaissais pas grand-chose, donc j'étais tombé sur un CGP qui m'avait fait miroiter des beaux tableaux Excel. C'est un peu leur outil de travail avec les Hmm. chiffres. Je disais, voilà, il est super rentable, super produit, super beau produit pour la retraite. Donc Euh, CGP, conseiller en gestion de patrimoine. Voilà. ouais, tout à fait. Qu'on m'avait recommandé. Je sais plus comment j'étais tombé sur lui. Et en fait, j'ai commencé un peu à mettre le pied dans l'immobilier. Bah donc voilà, avec lui, où au début on parlait beaucoup des lois de défiscalisation. Alors Ouais. maintenant, je sais pas trop s'il va y en avoir en 2025, mais en tout Non. cas les dernières qui résistent, c'est la Pinel. Mais au début, on parlait d'Eurobien. Tu vois, ça remonte un petit peu. Et le principe, c'était d'investir dans des zones où il y avait pas de construction, enfin, il n'y avait pas assez de logements pour se loger dans des zones un petit peu, c'était pas dans les centres-villes, mais plutôt en périphérique des zones. Donc moi, j'ai investi le premier dans le sud-ouest. Mhm. Et donc en euros bien. Donc l'idée, c'était plus de pouvoir se constituer un patrimoine pour la retraite. Parce que j'étais salarié, donc on disait, bon, il y a la retraite, mais bon, c'était pas forcément suffisant, on sait pas trop comment ça se passait, donc c'était un peu Ouais. l'objectif. Et au fur et à mesure, j'ai un peu tout découvert, donc les avantages, les inconvénients des programmes de défiscalisation. Donc déjà, tu achètes dans le neuf en VFA, tu achètes beaucoup plus cher que un prix normal, parce que tu as plein d'intermédiaires dans les programmes de défiscalisation, donc il faut rémunérer. Et derrière, après, voilà, lorsque j'avais commencé, ben, il y avait encore des prêts à taux variable. Je sais pas si tu as connu ça. Alors moi je connais, mais ma génération n'a pas connu.
Et alors, il y en avait, ça marchait bien parce que les taux au début, ils étaient assez hauts, ils étaient à 4,5, 5%. Ouais, Aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on a, mais les gens, ils crient sur les taux en disant, mais c'est affreux, c'est pas possible. On a été habitué à avoir des taux en dessous des 1%. Mais avant, c'était la réalité, voire nos parents, ils étaient plutôt à des taux de 8%. Donc, tu vois, ouais, c'était quand même c'est vrai. élevé. Donc, finalement, avec un taux variable, ça permettait d'avoir un taux 2 fois moins élevé qu'un taux fixe. Donc, on était sur à peu près du 2, 2,5%. Tu vois, à l'époque, c'était extraordinairement bas. Ouais, Aujourd'hui, c'est extrêmement haut. Voilà, mais donc j'étais sur un taux variable, ça veut dire que le taux pouvait monter à la hausse ou à la baisse de plus ou moins de points. Et mais au début, voilà, tu sais pas trop comment ça va se passer. Et finalement, les taux ont vraiment augmenté. Donc moi, mon taux a augmenté jusqu'à plus de 4%. Il était capé, heureusement. ouais. Il ne peut pas augmenter à l'infini. Donc ça, c'était la première tuile en fait, parce que ça t'augmente finalement ton coût du crédit hein, quand ton taux l'augmente du jour au lendemain, puis t'as pas le choix, hein, tu es obligé Et d'accepter. tu sais les variables qui font, qui augmentent le taux est variable forcément, mais c'est quoi? C'est au niveau boursier? C'est quoi qui fait qu'il varie? Non, ça c'est la conjoncture économique. Comme D'accord. tu vois aujourd'hui, les taux sont passés de façon très rapide de 1% à plus de 4. Tu vois, Ouais, ça s'est fait en même moins de 6 mois. C'est tout un contexte économique et macroéconomique. Donc là, à l'époque, enfin, voilà, d'accord. c'était pareil. Voilà, c'était plus un argument de vente, de dire, voilà, passer sur des taux variables, ça te permet de financer des logements euh, beaucoup plus importants, mais il faut pas que les taux se retournent. Alors maintenant, c'est protégé. Tu vois, maintenant, Ouais, on parle plus de taux variable, c'est du taux fixe, donc c'est un peu plus protégé. Et puis l'autre tuile, c'est que, bah, comme on était dans des programmes neufs, dans des villes où il n'y avait pas trop de demandes, bah, il y a mis l'agence locative, donc pour pas les citer Foncia, a mis 9 mois. 9 mois pour trouver un locataire. 9 mois? Alors aujourd'hui, pour trouver des locataires, ça se fait un peu Ouais, plus rapidement. c'est en jour, en semaine même. Je veux dire, en mois, c'est Ouais, hein. vraiment. Donc 9 mois, et pourtant le loyer, il n'était pas déconnant, mais il n'y avait pas de demande, quoi. Et c'était tout le problème de ces problèmes de défiscalisation où les promoteurs investissaient dans des zones où il y avait très peu de demandes, mais il fallait faire du neuf, donc il y a des problèmes qui sortaient de terre. Donc globalement, voilà, donc j'ai pris 1,5 point dans mon crédit, j'ai dû baisser mon loyer à la baisse, sinon c'était les conditions pour trouver quelqu'un. Voilà, donc ça n'a pas été non plus une super belle affaire, mais bon, ça a permis de commencer. Ouais. On commence pas forcément qu'avec des succès. Non, mais bon, après, ça fait partie du parcours d'investissement. Mais bon, par contre, ce qu'on est en train de, tu vas continuer, mais bon, vu que tout ce que tu as créé, mais il faut aussi savoir pourquoi tu as continué, parce que tu aurais pu t'arrêter. Oui, alors, bah, écoute, finalement, j'avais pas envie de m'arrêter là. Je me suis dit, bon, ok, c'est une tuile, le truc, il est à peu près sur les rails. Une fois qu'il avait été mis sur les rails, je m'étais dit, bon, allez, ok, on va peut-être essayer d'autres formules, d'autres Hmm. façons de faire. Et donc, du coup, je suis passé sur une autre formule, un autre type d'investissement, et on reste dans l'immobilier, c'était un investissement en résidence de service. Ah ouais. Et les résidences services, au début, enfin là, encore aujourd'hui, tu as le choix entre des résidences étudiantes, tu as investir dans des résidences pour les seniors, tu sais, le Ouais. type EHPAD et tout ça, Ouais. ou les résidences de tourisme, Ouais. style Pierre et Vacances ou autre. Tout à fait. Donc, finalement, je m'étais décidé sur les résidences étudiantes parce qu'il y aura toujours des étudiants. Les facs, elles vont pas bouger. Le tourisme, c'est un peu aléatoire. La santé, pareil, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Alors qu'aujourd'hui, la santé, c'est quelque chose qui marche bien. Il y a beaucoup Ouais. d'investissements, notamment dans les CPI, qui vont vers le secteur de la santé. Les Bon, EHPAD, à les l'époque, cliniques, ouais. C'est très demandé. c'est très demandé parce que bah, il y a beaucoup de rénovations à faire. Il y a beaucoup de gens qui vivent de plus en plus tard, donc il faut bien les loger, toutes ces personnes âgées. Tout à Mais fait. bon, à l'époque, j'étais parti sur des étudiants. Tu vois, j'étais parti à l'opposé. Et la particularité, c'est que tu investis en résidence de service, donc tu achètes hors taxe, donc tu gagnes 20% finalement. Donc ça, c'est dans les programmes de défiscalisation. Et puis, bah, pareil, tu as lié au programme de défiscalisation, j'avais aussi pris ça comme un produit de retraite pour finalement dégager des... Parce que ton bien, tu es censé le garder plusieurs années, parce qu'on est engagé sur un bail commercial de 11 ans. Ouais. On travaille avec un bail commercial et pas un bail d'habitation classique, comme quand tu fais tu mets en location ton logement. Ouais. Donc, tu as un gestionnaire derrière qui propose des services, il y a tout un tas de... C'est réglementé par la loi. Donc après, tu es sur des petites rentas, tout le monde est sur des rentas à 3,5, 4. Bon, aujourd'hui, tu dis, ouais, mais on pourrait faire mieux. Oui.
Mais voilà, tu as une sécurité d'avoir un bail commercial sur 11 ans, tu as des loyers qui tombent tous les trimestres, et t'as pas de, même s'il y a un locataire ou pas, à la limite, t'es quand même sûr d'être payé. Ça, j'avais fait à Lyon, tu vois, dans le centre-ville de Lyon. Et après, finalement, je me suis dit, bon, j'aimerais bien avoir quelque chose près de chez moi. J'en ai marre de faire de tester des programmes de défisc. Donc après, je suis parti dans l'ancien. Là, j'ai commencé à investir dans l'ancien, sur des petites surfaces type studio, complètement délabrées, que je refaisais complètement à neuf, pour faire la location meublée, quoi. D'accord, ok. Et tu as vu la différence de suite ou pas? Comment tu t'es aperçu? Parce que est-ce qu'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, est-ce que le MNP, d'ailleurs là, j'avoue que je ne sais pas s'il existait, mais il y avait peut-être d'autres programmes, déficit foncier, tout ça. Et tu as senti la différence de suite ou pas en termes de fiscalité? En termes de rentabilité, oui, parce que j'étais Ouais, en direct avec les locataires, donc il n'y avait ouais, pas de gestionnaire. Le Dorobien, j'aurais pu le gérer moi-même, mais c'était loin, tu vois, donc c'était pas évident de le ouais, gérer. Et en plus, c'était un package. Quand tu achètes dans le neuf, généralement, tu as le package. Tu as le promoteur, le CGP, le cabinet d'expertise comptable et l'agence de location. Toi, c'est un gros package. Tu dis, voilà, tu signes rien et ouais, puis tu t'occupes de rien. Pour le bail commercial, donc en résidence de service, là aussi, c'était pareil, tu es obligé de passer par un gestionnaire puisque c'est un bail. Euh, c'est un bail commercial, donc il faut qu'il y ait du service. Donc du service, c'est tu vois, tu as des machines pour laver le linge, tu as un accueil, tu as ouais. une cafétéria. Enfin, tu vois, on a vraiment une notion de service que tu peux pas faire toi-même. Tu es obligé de sous-traiter à quelqu'un. Et là maintenant, je suis en direct, donc voilà, tu vois, c'est la location traditionnelle. Tu as des locataires. Après, pourquoi le meublé? Parce que c'était surtout des studios. Ouais. Tu vois, les studios, les gens recherchent d'avoir un logement meublé pour des petites surfaces. Ils ne se posent pas la question. Après, faire du non meublé pour des studios, je pense que ça aurait peut-être aussi pu marcher, mais finalement, le meublé, voilà, c'est plus simple. Tu as un bail d'un an renouvelable. Les gens, ils restent. Alors, contrairement aux idées reçues, on a l'impression que les gens vont rester qu'un an, ils s'en vont, que c'est que des étudiants. Mais moi, j'ai très peu d'étudiants. C'est principalement des jeunes gens qui rentrent dans la vie active et qui veulent se loger Ouais. et qui restent, tu vois, des années, des années. Donc ça veut pas dire forcément étudiant ou que les gens vont partir tous les ans. Mais voilà, donc finalement aujourd'hui, voilà, les contrats de location que je mets en place, on est vraiment que sur du meublé, donc sur des contrats d'un an, mais qui durent et qui se renouvellent tous les ans. Et après, là où je vois la différence, c'est effectivement, sur la rentabilité, parce que tu es en direct, donc et puis les loyers sont, vu que je suis en proche région parisienne, sont un peu plus élevés que ce que je peux avoir dans le Dorobien ou à Lyon. Euh, et puis, bah voilà, j'aime aussi faire les travaux et réorganiser un peu tu vois, l'agencement et faire les plans. Et donc, c'est quelque chose que je pouvais pas avoir avec les programmes de défis où généralement tu achètes dans du neuf. Ça c'est sûr, ouais. Parce que toi, tu es un gros bricoleur? Tu fais les travaux toi-même? J'ai commencé, ouais, au tout début, je commençais, Ouais, j'en ai fait pas mal par moi-même. Et puis après, bah, tu sais ce que c'est que tu n'as plus assez de temps, ouais, tu as plein de trucs, tu as plein de projets. Donc après, j'ai trouvé des artisans. Et voilà, je traite toujours avec les mêmes artisans parce que bah, c'est une garantie de ne pas se prendre la tête, que tu sais comment ils bossent, et tu sais que ça se passe bien. Donc voilà. Après, les tarifs en Île-de-France sont plus chers au mètre carré parce que c'est plus compliqué. Il y a l'approvisionnement, le logement, les conditions de vie. Donc, toi, je dois tourner peut-être autour de 1 200 € le mètre carré. Euh, rénovation standard? Ouais, une rénovation standard, je sais que ça peut être, on peut facilement en trouver à 1 000 €, mais proche de Paris, c'est compliqué parce que tu as un niveau de vie qui est on va dire, un peu plus élevé et les artisans bah, vivent à Paris, tu vois, enfin, ils vivent Ouais, en région parisienne, ils vivent pas à Perpète. L'achat des matériaux, l'approvisionnement, les déplacements, les amendes parce que tu peux pas te garer, ouais. il y a tout ça, hein. Les prix des fournitures qui sont aussi un peu plus chers aussi. Euh, voilà, donc c'est aussi cette partie un peu entrepreneuriale que tu as quand tu achètes un logement, bah, il faut tout refaire, quoi. Donc il faut tout, enfin, faut prévoir les plans, savoir comment tu veux agencer, trouver les matériaux, trouver les artisans, euh, trouver la décoration, enfin voilà. Et le dernier que j'ai acquis, que j'ai acquis aux enchères, là, j'ai voulu tenter le Airbnb. D'accord. Tout le monde en parle là, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer là pour les JO, ça peut être sympa. Maintenant, c'est dur de faire de l'Airbnb, je trouve, parce qu'il y a énormément, énormément de biens Airbnb sur le marché. Ouais, Il y a trop de demandes et les biens sont ultra bien décorés,
ultra bien équipés. C'est de l'hôtellerie premium. Tu regardes juste les images sur Airbnb des logements, tu verras, ça n'a rien à voir avec les appartements qui sont mis en location sur la longue durée. Et là, en gros, moi, quand je regarde les annonces, il doit y avoir peut-être une annonce de location pour la location longue durée versus une trentaine de biens Ouais. minimum en Airbnb. Et tu vois le décalage. Sur ta région, là? Là où tu as Ouais, investi, en ouais, tout cas? ouais. Donc après, j'ai quand même réussi à louer en Airbnb, mais la concurrence, elle est féroce, quoi. Ouais. Pas Mais imaginer que tu regardes la qualité des biens, Ouais. ils sont tous refaits à neuf, les Airbnb, ceux qui veulent faire du Airbnb sont obligés de refaire des biens à neuf, ils sont ultra bien décorés, ils sont ultra bien équipés. Si tu veux un peu émerger et tu vois que Airbnb te mette, parce que c'est Airbnb qui fait la loi, donc vu une cinquantaine d'annonces, ouais, c'est pas évident. Donc j'ai essayé, je l'ai fait un mois, et après j'ai dit ok, je retire tout, je remets en location normale. Parce que tu le gérais toi-même, hein? Tu faisais entrée, sortie, ménage toi-même? Bah là, en fait, avec tu sais, il y a de plus en plus de villes qui réglementent la location Airbnb Ouais. et qui demandent un système de compensation. Ouais. Ils demandent aussi hein, de transformer l'usage. Ouais. Donc, habitation commerciale, compensation. C'est-à-dire que si tu fais du Airbnb, il faut que tu arrives à prouver que tu as un autre logement que tu mets à disposition pour loger quelqu'un sur la longue durée. Ils nous ont fait le même coup sur les parkings. Quand tu fais des rénovations, ils te demandent d'avoir des parkings pour pouvoir. Ça fait partie du PLU généralement. Et si tu coches pas la case, t'as pas créé un parking, bah, les travaux te sont refusés. Donc c'est assez en fonction des villes, mais la plupart maintenant des villes sur la partie Airbnb c'est ultra compliqué. Donc moi j'étais passé en bail mobilité. C'est pour ça que j'ai fait ça sur un mois, parce qu'en bail mobilité, tu rentres pas sous les radars de la location saisonnière. C'est un Exactement. mois minimum. Mais donc, ça veut dire que les gens, ils doivent réserver pour un mois. Donc, les entrées-sorties sont un peu plus limitées. J'en ai fait une entrée, une sortie, parce que la personne est restée un mois. Et après, voilà, je me suis dit, bon, Ouais, t'as euh, pas testé la nuitée ou 2 jours ou 3 jours. Là, c'est encore plus hardcore, quoi. ouais, non, là, j'ai des amis qui le font, mais pourtant, j'avais mis une serrure connectée, j'avais mis un Ah petit ouais, peu de domotique pour que ça soit cool, quoi, pour les locataires, enfin, les locataires, les voyageurs. Mais bon, voilà, après, ça demande quand même beaucoup de logistique. Tu vois, laver les draps, le linge. Le ménage, à la limite, c'est assez facile parce que tu trouves facilement des femmes de ménage qui viennent chez toi. Mais tout ce qui est blanchisserie, c'est un calvaire. Je sais pas comment les autres se débrouillent, mais et encore, nous, on est proche de Paris, donc il y a des sociétés un peu qui viennent te chercher ton linge, qui te le ramènent, qui le lavent, etc. Mais ça ne concerne pas toutes les villes. Tu vois, non, Paris, il y a pas mal de petites startups qui se sont montées pour faire de la blanchisserie, mais dès que tu sors un peu, bah, tu es obligé de te débrouiller par toi-même. Parce que la femme de ménage, elle fait pas le linge, par exemple. Parce que du coup, toi, là, ça fait quoi? 2003-2005, tu as commencé à investir, tu m'as dit, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, 2000, ouais, 2005, ouais. Quelle évolution tu as vue en quasiment 20 ans de l'immobilier, là? Parce que quand même, là, j'ai affaire à un dinosaure, là, quand même, qui a une bouteille. Ah Euh, là là, ah, bah, je te dirais les prix, hein. Les prix à ouais, l'achat et à la ouais, location. Alors, surtout les prix à l'achat qui au début étaient vraiment accessibles. Pour donner un exemple, maintenant pour un studio, c'est le prix d'un deux pièces il y a 20 ans. d'accord. Donc tu vois, tu doubles la surface facilement, tu es sur un deux pièces et tu as un ratio de x2. Voilà, ça pas dans le bon sens. Mais voilà, juste pour te donner la petite de comparaison, donc les prix, ça a été, et là ça continue, le moindre studio, aujourd'hui c'est à plus de 180 000 euros. Dans ta zone? Ouais. Ouais, parce que du côté de chez nous, on n'est pas à ces prix-là, donc il faut aussi. Mais bon, c'est bien de contextualiser. On a quand même une audience quand même qui est un peu nationale et qui est très parisienne, donc. Mais en province, on peut trouver des choses, des studios ouais, des moins de 100 000 euros. Mais dans ton coin, 180 000 euros un studio, c'est 20 mètres carrés? 15, 18, 17? Ouais, 20 mètres carrés, 20 mètres carrés. Moi, je regarde de temps en temps. Les premiers que j'ai achetés, on était dans les 100 000. Tu vois, il y Ah a ouais, eu, et quand ça. il y a pas si longtemps que ça. Donc, en quelques années, ça a explosé. Les loyers aussi ont augmenté, ont augmenté. Ouais. Donc, finalement, tu perds pas trop en termes de renta, enfin, un petit peu, mais parce que les loyers augmentent aussi, forcément. Et il y a énormément de demandes. Pour te donner un exemple, là, récemment, j'ai remis un studio en location. Donc, je le mets sur le Bon Coin. Finalement, j'ai testé plein de plateformes. Le Bon Coin, ça réagit très rapidement. Faut pas attendre le lendemain pour répondre.
Donc, je mets une annonce le dimanche soir. Le lundi, entre 18h et 19h30, je fais les visites. Et le soir, à 20h, j'ai 4 dossiers de location. Et je fais le bail dans la foulée. Donc, c'est mis en location dans la journée. Donc, mais ça, dans toutes les grandes villes, il y a une grosse pénurie de logements. Donc, trouver des locataires, c'est pas compliqué. Ouais. Et quand je dis il y a rien à louer, il y a rien à louer, quoi. Il y a que de l'Airbnb. Je pense qu'il y a aussi un effet géo. Là, on va voir un peu comment ça évolue avec les lois, les nouvelles lois qui viennent vraiment durcir la location saisonnière. Après, il y a une porte de sortie qui est le bail mobilité. Et donc voilà, donc la grosse évolution, c'est surtout les prix, en fait, les prix. À l'achat, les loyers ont aussi augmenté. Et puis après, voilà, les plateformes se digitalisent aussi. Donc tu vois, Le Bon Coin, avant, tu pouvais pas mettre d'annonce immobilière. Ouais, c'est Euh, vrai. Tu passais par des agences. Parce que se loger, c'était interdit aux particuliers. Ouais, Bien ici, ça n'existait pas. non. Qu'est-ce que tu avais d'autre? Facebook, parlons pas. C'est pas prévu pour ça. Donc tu passais en fait par des agences immobilières. Donc moi au début je passais par des agences parce que tu pouvais pas diffuser ton annonce en tant que particulier. Ouais, Aujourd'hui maintenant tout s'est digitalisé et tu peux, tu vois, je continue aussi un peu à les mettre sur ce loger, mais sur ce loger il y a moins de demandes et c'est un peu moins, euh, les gens sont un peu moins réactifs. Sur Le Bon Coin, il y a beaucoup plus de réactivité. En tout cas, si toi, tu n'es pas réactif, la personne, elle passe son chemin, quoi. Euh, mais donc, au moins, tu as la possibilité maintenant de pouvoir déposer tes annonces, de pouvoir faire ta mise en location tout seul, sans être obligé de passer par une agence de location qui va mettre son annonce sur ce loger. Ils étaient, enfin, avant, c'était comme ça que ça se passait. Donc ça, je trouve que c'est pas mal aussi. Ça donne plus de liberté pour les bailleurs de pouvoir se débrouiller aussi par eux-mêmes pour pouvoir gérer, mettre en location leur bien, quoi. Ouais, après, ça, c'est très récent. Ça, je crois que c'est une dizaine d'années quand même, le fait de tout automatiser. Ouais, même peut-être un peu plus récent. Mais avant, les gens se posaient pas la question de la gestion locative, en tout cas de se dire je le fais par moi-même. C'était agence ou agence, je crois. Alors c'était ou Excel. Ouais, Aujourd'hui, là, quand moi j'ai regardé récemment les chiffres, on a quasiment plus de trois quarts des propriétaires bailleurs qui gèrent seuls leurs biens, c'est-à-dire sans passer par une agence. Donc tu as 25% du marché qui passe par une agence immobilière pour des raisons généralement d'obligation, parce qu'ils n'ont pas le choix. Moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois, pour mon de Robien, je passais par une agence. Après, pour tout le reste, je le récupère en moi-même et je le gère. Après, les gens gèrent par Excel ou utilisent des solutions en ligne. Mais les agences immobilières, en plus, aujourd'hui, elles n'ont pas trop la cote sur la gestion. Sur la transaction, tu te poses moins la question, tu dis, OK, je vais faire appel à une agence pour vendre mon bien. Parce que tu dis, oh, le truc, ça va être carré, ils vont faire les visites, ils vont faire les diagnostics, ils vont s'occuper de bien vendre mon appartement. Tu as des enjeux financiers un peu plus importants. Alors pour la gestion locative, ça les embête, quoi, parce que tu vois, c'est pas suffisamment rémunérateur. Elles passent beaucoup de temps à gérer les problèmes des locataires, donc elles y consacrent peu de moyens. mm, Et puis la qualité de service, elle n'est pas forcément euh, visible. Tu vois, quand tu payes une agence, tu sais pas trop, finalement, tu sais qu'elles te prennent 8% du loyer, mais bon, après, quand tu as un souci, l'argent s'appelle, quoi. Et c'est à toi de finir de régler le problème avec le locataire, quoi. bah, c'est ce qu'on voit nous, hein, c'est simple parce que bon, nous on gère quand même des lots et là, en fait, moi j'ai tout fait, tout vécu et c'est justement pour ça qu'on va en parler parce que moi je pense qu'il y a des gens qui peuvent effectivement tout faire et il faut accepter en fait, tu vois, moi j'ai pas fait appel d'agence, j'ai fait appel à une agence. Maintenant je suis une agence et en fait je trouve que en fait il faut savoir qu'une agence, elle va tout déléguer. Tu peux tout déléguer à une agence, mais il faut aussi accepter une perte de, je sais pas comment dire, mais il faut savoir déléguer et tu as une perte d'autonomie. En fait, Mm. c'est indéniable, c'est comme ça. Il y a des gens, je leur dis, mais oui, au vu de ce que vous me dites, nous, on sera jamais aussi bon que vous de la gestion en direct. C'est impossible. C'est quand tu gères toi-même, c'est le locataire, il a toi en face en direct.
Oui, tu seras forcément meilleur qu'une agence, même la meilleure des meilleures des agences. Et il y en a qui sont pas faits pour être en agence, hein. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir une emprise sur le bien, et ça peut se comprendre. La gestion des travaux, des sinistres, hein, ça peut être aussi, ça c'est un gros 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 point. Et d'ailleurs, on va en parler parce que tu m'avais dit en préparant, quand on s'était dit il y a quelques temps, voilà, que Monsieur Hugo avait, je crois, été adossé pas adossé, mais en tout cas, tu as une garantie mondiale assistance, si je me trompe pas. En tout cas, tu pourras le développer parce que c'est des choses importantes. Mais oui, c'est pas sexy la gestion locative. C'est même nous professionnels, c'est quand même chronophage. Et on essaie de Oui. le faire bien, mais je me suis rendu compte qu'on pouvait jamais satisfaire les gens parce que c'est impossible. Et il faut qu'ils acceptent. Alors, je veux pas dire qu'il y a une dégradation de la qualité parce que c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, même si tu le fais bien en tant qu'agence, jamais tu pourras le faire aussi bien qu'une personne qui le gère en direct. C'est impossible. Mm. Non, mais je suis d'accord avec toi, t'as un niveau d'exigence différent. Mm. Et puis surtout, c'est peut-être aussi le problème de visibilité ou de transparence. On ne sait pas trop ce que fait l'agence, hein. Et quand tu as un souci, généralement, elle te dit, enfin, tu vois, elle te transfère un peu le bébé. Euh, Après, effectivement, moi, j'ai créé Monsieur Hugo, donc on est sur le principe d'une plateforme de gestion locative. Ouais. Euh, donc, je me suis dirigé là-dessus, malgré, tu vois, les difficultés qu'on Bah, peut c'est avoir ça. pour gérer la gestion, enfin, Ouais. gérer la gestion, gérer les biens. Après, je voulais rester dans l'immobilier, je voulais entreprendre dans l'immobilier. Donc, finalement, quand tu investis, tu rénoves des biens, c'est bien. Mais à côté, c'est bien aussi d'avoir une activité un peu plus intellectuelle euh, entrepreneuriale. Donc, Parce que du coup, je te coupe pour que tu vas continuer, mais c'est quoi le switch là? T'es encore chez Cadre, chez Orange? C'est quand que tu as fait la bascule? Tu t'es dit, allez, je vais lancer peut-être d'autres business avant. Est-ce que tu as écrémé ou tu as lancé de suite Monsieur Hugo? Comment s'est fait un petit peu le cadre dans le marketing chez Orange jusqu'à Monsieur Hugo? Tu peux nous raconter ça? ouais, bah, quand j'étais chez Orange, en fait, j'avais aussi ma propre société qui c'était une SS2I. Enfin, j'ai toujours une SS2I en fait, donc on place des développeurs en fait chez des clients. D'accord, ok. Euh, donc c'est pas rien à voir avec l'immobilier, mais voilà, ça permet déjà de connaître un peu les différents profils, de connaître le développement et les projets un peu web. Et puis après, voilà, plusieurs années après, j'ai voulu vraiment passer plus de temps sur Monsieur Hugo, qui est une société que j'ai créée en 2017. D'accord. Oui, c'est écoulé un petit peu de temps, mais le temps de la construire, de définir ce que tu voulais, de monter de créer ce projet, ça a pris quand même plusieurs années, puis j'étais encore salarié. Et en fait, ça devait être pendant le Covid où là, je me suis mis à temps plein. Ouais. Le Covid, tu vois, ça a fait pas mal de transformations un peu Ah, à droite à gauche pour beaucoup de gens. pour beaucoup de gens. Donc du coup, voilà, j'en ai profité pour me mettre à temps plein sur cette activité-là. Parce que ça, voilà, si tu veux développer une activité, il faut être à fond dessus. Après, tu commences à avoir des clients, il faut négocier avec les partenaires. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire qui prennent pas mal d'énergie et de temps. Et donc depuis, bah voilà, donc cette activité aujourd'hui, on a à peu près euh, une dizaine de personnes qui travaillent sur Monsieur Hugo. On est à peu près tous basés en Île-de-France, hein, mais il y a beaucoup de remote, hein, donc de personnes qui travaillent à distance depuis chez eux et qui habitent dans le sud de la France. Euh, voilà, donc ce mode de fonctionnement permet d'être beaucoup plus souple. Tu vois, quitter le Ouais. salariat où tu as des bureaux, tu as des open space, etc., à un mode où finalement on est beaucoup plus autonome. Chacun bosse, tu vois, de chez soi. On est ultra connecté avec aujourd'hui Internet. Tu peux tout faire, les visios, les emails, les conférences téléphoniques. Enfin, on fait tout à distance, hein. Et puis chacun, comme ça, il trouve aussi son intérêt de pouvoir organiser son temps en fonction de comme il veut, travailler sur Parce que c'est quoi comme profil que tu as en interne? C'est plutôt des gestionnaires locatifs, gestionnaires clientèle, des devs, On c'est a quoi? un peu de tout. On a une grosse équipe de dev. Ouais. Alors ça, dans les changements aussi, je pourrais rajouter que l'informatique, le développement, en fait, c'est le jour et la nuit par rapport au début où avant, Ouais. tu développais tout en Flash. Toi, les sites Ouais, internet, c'était en Flash. ouais, j'ai connu. Ouais, ouais. Donc, on appelait ça un webmaster. Les webmasters, ils faisaient Ex- tout. Et ils Exactement, faisaient... ouais, c'est vrai. et, J'avais oublié ce raconte la mot. boîte. Ouais.
Maintenant, ça marche plus comme ça. Non. Il te faut une équipe de dev parce que c'est tellement pointu, c'est tellement compliqué que quand tu refais, par exemple, ton appartement, bah, tu vas pas demander à ton plombier de faire l'électricité, toi, il va pas savoir. Non. Donc là, c'est pareil, il te faut des corps de métiers différents, comme dans l'artisanat, un plombier, chauffagiste, un carreleur, enfin voilà. Donc c'est pareil maintenant dans les métiers du développement. Mm. Donc tout ça, c'est des compétences qu'on avait nous en interne, donc ça permet de travailler sur le projet. Et puis à côté, on a effectivement des personnes qui s'occupent plus du suivi client ou du support client. D'accord. Et vu que le support client se fait par téléphone, par chat ou par mail, tu vois, c'est facilité, chacun peut travailler à distance et t'es pas obligé d'être cloisonné dans un bureau. Euh, Ça peut se faire facilement à distance. Voilà un peu les profils qu'on a qui sont nécessaires en fait pour travailler à distance. Voilà. Après, dans les profils techniques, il y a différents profils techniques, mais globalement, aujourd'hui, un webmaster, ça n'existe même plus, ça suffit pas pour lancer Non. des projets web, quoi. Mais du coup, tu définirais Monsieur Hugo comment? Comme un outil d'aide à la gestion ou une agence locative digitale. En fait, quelle est la place du propriétaire? Est-ce que tu donnes des outils au propriétaire pour pouvoir piloter ses locations? Alors je sais que tu vas beaucoup plus loin parce que voilà, j'ai regardé effectivement comment était Monsieur Hugo, euh, mais pour que les gens puissent comprendre en une phrase ou deux comment utiliser Monsieur Hugo. Une personne est-ce qu'il faut avoir un bien, 10 biens, 15 biens, à partir de quel moment on peut s'y intéresser? Euh, comment un propriétaire lambda peut se dire, bah, Monsieur Hugo est utile pour moi, versus d'autres plateformes qui t'offrent à peu près, alors pas tout, parce que toi tu as quand même bien fourni, mais quand même il y a des services similaires sur d'autres plateformes. Alors, nous, on cible les propriétaires bailleurs qui font la location longue durée. Ok. Donc, peu importe le régime fiscal et la mode de détention en nu, en SCI ou le type de location nu, meublé étudiante ou coloc. Donc, on cible tout ça. On fait pas du saisonnier. Et donc, l'idée, c'est de se dire, tous les propriétaires qui en ont marre de passer par des agences immobilières, donc les 25%, ou tous ceux qui gèrent par eux-mêmes, mais souvent c'est Excel, hein. Derrière, on dit gérer par nous-mêmes, c'est du Excel qui est Ouais, derrière. ouais, ouais. Donc voilà, Monsieur Hugo se situe à mi-chemin entre ces deux modes de fonctionnement, agence immobilière et le Excel. Et l'objectif, c'est de mettre à disposition donc une plateforme de gestion locative où le propriétaire va pouvoir gérer son ou ses biens. Donc il peut en avoir un, deux, trois, peu importe le nombre. Et grâce à cette plateforme, ça va lui permettre de gérer en conformité avec la réglementation, donc d'être toujours dans le respect de la réglementation pour gérer ses locations. Il va pouvoir, comment dire, collecter ses loyers. Nous, derrière, la plateforme va automatiser un certain nombre de tâches, comme le prélèvement des loyers, l'envoi automatique des quittances. On met à jour la comptabilité tout seul en créant des lignes comptables. Euh, et surtout, alors, tu me demandais d'exprimer en un mot ce que c'était. Nous, pour nous, c'est un assistant personnel en gestion locative. D'accord. C'est pour ça qu'on lui a donné un petit nom, Hugo. Ouais, non, c'est malin. Ouais, ouais, c'est comme les petits widgets ou en tout cas les petits bulles pour converser. Ouais, ouais, je comprends. Et l'idée, c'était d'aller plus loin qu'une simple plateforme de gestion locative, mais de ne pas laisser le propriétaire tout seul lorsqu'il a des petits bobos, des tracas. Donc c'est pour ça qu'on a plus de 200 juristes aujourd'hui qui sont là pour traiter les problèmes et les litiges des locataires. On a un réseau de 4900 artisans qui interviennent lorsqu'il y a besoin. Donc tu vois, c'est ce côté aussi traitement des emmerdes. Parce que Ouais, la gestion locative disait c'est pas juste collecter les loyers, non. mais c'est gérer tout ce qui va à côté. Donc le locataire qui veut pas quitter le logement, le locataire qui veut pas payer son loyer, la coloc qui fait trop de bruit, tu te payes des mises en demeure du syndic, les volets roulants qui veulent plus descendre, problème de fuite sur le bord de l'eau chaude, enfin voilà, des trucs, il y en a, des problèmes, tu en as facilement, sans trop réfléchir, tu peux en trouver, on a tous été confrontés à des problèmes. Voilà, donc l'idée, c'est pas de se dire, ok, j'ai juste la plateforme de gestion locative et puis je sais pas quoi faire pour me dépatouiller de ces problèmes. Donc d'où ce nom d'assistant personnel. Donc, si tu vas pouvoir appeler Monsieur Hugo, et derrière, on te met en relation avec un juriste, avec un artisan ou avec un expert comptable si c'est plus sur des problématiques de fiscalité. Et la particularité, c'est qu'on est dans un modèle assurantiel. Donc on a, je ne vais peut-être pas préciser, mais on est courtier en assurance. Donc on est immatriculé à l'ORIAS. D'accord. Alors l'ORIAS, c'est le gendarme
de la banque, de l'assurance et de la finance. Donc, ce qui nous a permis de monter des offres avec des assureurs comme AXA, Allianz, Mondial Assistance. Et derrière, bah, lorsque tu as un souci, tu es propriétaire, on va t'envoyer, par exemple, je sais pas, un artisan parce que tu as un problème de fuite sur un ballon d'eau chaude ou un problème avec la chaudière. Et derrière, l'artisan qui s'est déplacé chez ton locataire, bah, l'ensemble des frais de déplacement, de manœuvre et petites pièces détachées sont pris en charge par l'assureur. Donc ça, c'est pas une prestation de service ou une mise en relation avec un annuaire d'artisan, mais c'est vraiment, on traite le sinistre comme un assureur. Tu vois, quand tu as un problème pour ta voiture, bah, tu appelles ton assureur et puis derrière, il t'envoie un dépanneur. Tu payes pas le Ouais. dépanneur, quoi. Donc là, c'est pareil. En fait, on assure, nous, le risque locatif. Donc c'est ton logement qui est assuré contre tous les risques. Et quand tu as un souci, bah, tu peux faire appel bah, soit à des juristes, soit on te met à disposition des avocats qui sont aussi pris en charge tous les frais sont pris en charge par l'assureur. Donc ça te permet d'avoir comment dire, une sécurité et de pouvoir louer un peu plus tranquillement parce que tu sais si demain tu as un souci, bah, tu sais quel numéro faut appeler, tu sais comment le problème pourra être réglé et que finalement ça va pas te faire exploser tes coûts parce que tu vois, la moindre intervention aujourd'hui, Ah ouais. ça te coûte 400 euros quoi. Juste Et pour faire intervenir quelqu'un pour du chez ton coup, locataire quoi. le propriétaire reste l'interface de tout, mais il a son assistant personnel de Monsieur Hugo. On est d'accord? Ouais, il a son interface, donc il garde cette autonomie. C'est le locataire, il a des questions, il appelle le propriétaire, il appelle pas nous. Ok. Contrairement à une agence immobilière, quand tu traites avec une agence immobilière, tu mets en place un mandat de gestion. Donc, Ouais. tu as le locataire, l'agence immobilière et le propriétaire. Le propriétaire et le locataire, ils se parlent jamais. Ça passe tout par l'agence immobilière. Nous, on met pas en place de mandat de gestion, mais tout simplement, c'est la plateforme qui fait le lien entre le locataire et le propriétaire. Parce que toi, t'as pas besoin d'être carte G ou carte. T'as pas besoin d'être carte G en fait. Alors, nous, on n'a pas besoin. Après, on a pris la licence de carte G, de carte Ouais. de gestion. Mais après, dans les faits, on n'a pas besoin parce qu'on ne fait pas signer de mandat de gestion, on fait signer des CGV. euh, Et tu donc, collectes pas, parce que c'est ça aussi la différence. Toi, tu peux faire les prélèvements. Non, si tu collectes alors, pas, nous, on tu. collecte. Si, si, on collecte les loyers. Mais alors, pour entrer un peu dans la technique, on travaille avec ce qu'on appelle avec un EME, un émetteur de monnaie électronique. Et c'est le cas de toutes les marketplaces. Quand tu vas sur n'importe quel marketplace qui met en relation un vendeur et un acheteur, c'est toujours le temps la plateforme qui encaisse l'argent, donc tu vois, de celui qui achète et qui restitue l'argent du produit acheté au vendeur. Et donc ça passe par des mécanismes qu'on appelle les EME, donc c'est des briques bancaires qui permettent de faire de collecter de l'argent et de le restituer en fait au vendeur. Donc là, le vendeur, c'est le propriétaire, nous, on collecte un loyer côté locataire et on le restitue Bah, tu vois, j'étais au niveau du persuadé que propriétaire. celui qui collectait devait avoir carte G. En tout cas, j'étais persuadé de ça. Mais bon, après, tu vois. Bah, alors, si tu passes pas par un EME, si tu veux collecter en direct, là, oui, il te faut la carte de gestion. Parce que les D'accord. fonds, tu les collectes directement sur ton compte de ta société. Nous, D'accord. les fonds, ils sont mis sur des comptes séquestres au Crédit Mutuel. Donc, quand on collecte D'accord. 800 euros de loyer, ça passe pas dans nos comptes de société. C'est mis sur des comptes séquestres au Crédit Mutuel. Comme quand tu achètes un bien chez un notaire, tu as toujours un apport qui est mis sur des comptes séquestres. Donc là, c'est pareil, on a des comptes séquestres, donc ça passe pas par les comptes de notre société. Et ce système-là a été mis en place pour éviter bah, la fraude et notamment que les sociétés mélangent un peu leur trésorerie avec finalement l'argent récupéré donc les loyers, tu vois, les loyers qu'on peut récupérer, ils sont pas mélangés avec les comptes de notre société. Donc ça te fait des comptes vraiment étanches et juridiquement, tu peux le faire en passant par des EME. Après, toi, en tant qu'agence immobilière, oui, tu peux le faire parce que tu as la carte de gestion et donc tu peux encaisser Ouais. directement. Mais c'est la seule profession qui peut le faire, agent immobilier, parce que tu as la carte de gestion. Sinon, tu peux pas le faire. D'accord, effectivement, non, je sais pas, tu vois, j'ai appris quelque chose. Parce que du coup, chez Monsieur Hugo, le propriétaire reste donc l'interface et vous pluguez un maximum de services. Parce que tu peux peut-être décrire celui. Moi, j'avais une question, c'était parce que nous, on gère des sinistres aussi, Mm. mais souvent, tu vois, tu vois, je pense à un cas d'école. Tu vois, il y a une locataire qui nous appelle. Ben oui, il y a un artisan qui va se déplacer. C'est, par exemple, je crois que c'est un problème
problème de lave-linge qui est plus sous garantie. Bon, bref, bah, nous, en tant qu'agence, on peut pas faire grand-chose. Je veux dire, donc on a mandaté un artisan qui, là, effectivement, je sais plus, c'était une centaine d'euros, a venu déplacer à constater. Et est-ce que ça, par exemple, si elle avait fait jouer, alors je sais pas qui c'est qui doit déclencher, si c'est le locataire ou le propriétaire, mais est-ce que ça aurait été pris en compte par la garantie que tu proposes? Alors nous, notre garantie, elle traite les urgences. Donc elle peut être déclenchée par le propriétaire, le locataire. Après, nous, on aime bien dire au propriétaire, bah, c'est bien que vous soyez au courant de ce qui se passe dans le Ah oui, logement. bah oui. Le locataire vous appelle, il vous dit, voilà, il y a un problème avec les volets roulants, par exemple, ça marche plus. Donc là, lui, il peut prévenir Mondial Assistance. Et nous, on couvre toutes les urgences. On fait pas des travaux. Tu vois, Ouais, on va pas changer les WC, on va pas changer le lavabo, on va pas changer les ampoules ou, ou monter un canapé. On est vraiment sur des problèmes d'urgence. Donc c'est tout, les urgences, c'est tout ce qui concerne l'eau, l'électricité, le gaz, les fenêtres, les portes, les clés, les chaudières, la plomberie. Donc globalement, c'est tout ce qui est dans l'appartement, sauf l'électroménager et les meubles qui est de la responsabilité du locataire. Parce que si je sais pas, l'électroménager, le locataire l'a rayé ou qu'il ne marche plus, c'est peut-être un défaut d'utilisation. Après, tu peux faire jouer la garantie d'artiste, une garantie chez eux. ouais. Mais voilà, nous, on couvre vraiment tout le reste, hormis les travaux purs, où là, on n'intervient pas sur des travaux ni sur les devis. Par contre, lorsque l'artisan il est venu chez toi et qu'il s'aperçoit que, je sais pas, c'est la résistance du ballon d'eau chaude qui est morte, qu'il faut la changer. Ouais. À ce moment-là, bah, déjà, il te met en sécurité l'appartement pour éviter que ça continue à fuir et que ça inonde le voisin du dessous. Et ensuite, il te fait un devis. Il te dit, voilà, je suis venu chez vous, je me suis déplacé dans un délai de 2 heures à 3 heures. Donc, toi, c'est très rapide. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des artisans qui se déplacent. Je sais pas si tu constates la même Si, chose. si, 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 ouais, ouais, ouais. Bah, nous, en fait, pour tout te dire, on a une boîte de travaux, donc on, on- on adosse un petit peu notre boîte de travaux. Oui. Mm. Et le truc, c'est qu'en fait, quand on peut pas, ben, on mandate d'autres artisans, et la différence, elle est majeure. Donc, bon, ouais. Donc, oui, je te confirme. Et en plus pour un particulier, toi tu es un professionnel donc peut-être tu Mm. as plus de réactivité, mais pour un particulier qui veut solliciter un plombier par exemple, bah déjà tu l'as pas dans la journée, il faut attendre plusieurs jours, le temps qu'il vienne, qu'il regarde le problème, qu'il t'envoie le devis, parce que le devis il le fait pas sur place, tu vois, Ouais. donc il peut s'écouler facilement une semaine. Oui. Donc ça c'est long, enfin c'est du temps, le locataire il est pas content, il râle, il dit que c'est quoi ce truc, c'est à vous propriétaire d'entretenir le bien. Donc tu vois ça crée des frustrations et peut-être des sources de litiges futures. Donc nous, l'artisan, il vient sur ses contractuels dans un délai de 2 à 3 heures, et après, il te fait le devis. Et le devis, après, tu peux l'accepter ou pas. Donc s'il faut changer le ballon d'eau chaude, bah ça, tu peux très bien dire, oui, je veux Mm. changer le ballon d'eau chaude avec cet artisan, ou alors je passe par quelqu'un d'autre. Mais au moins, la première intervention, elle est prise en charge. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour ceux qui n'ont pas d'artisan sous la main, qui sont pas forcément disponibles, puisque nous, tous les artisans, ils sont certifiés par le réseau Mondial Assistance, vu que c'est eux qui payent les artisans. Donc, D'accord. Parce que du coup, c'est Mondial Assistance qui les mandate. oui, tout à fait. Ouais. Ils sont certifiés et audités par Mondial Assistance, et vu que c'est eux qui les payent, effectivement, ils ont plutôt tendance à bien les sélectionner pour bah, pas payer des notes Ouais. faire Ah bah x2 dans ça va le. vite, hein. Notamment les portes. Nous, il y a des locataires, ils font pas gaffe, ils perdent les clés. C'est vraiment un calvaire, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est même un sujet. Nous, en tant qu'agence, on s'est, bon, bon, ils repayent, mais je veux dire, c'est vraiment un problème récurrent, quoi. Même mettre, alors, est-ce qu'on doit mettre des boîtes à clés dans les apparts et les colocs, tu vois, faire comme le Airbnb, tu vois, je sais Ouais. pas. Tu vois, c'est vraiment une question qu'on s'est posée parce que nous, comme on fait du clé en main, du coup, c'est nous qui faisons tout l'investissement, la boîte de travaux mais on s'est dit en process travaux, est-ce qu'on mettrait pas des boîtes à clés ou des portes connectées parce qu'en fait, des poignées connectées parce qu'en fait, les gens ils perdent les clés, hein. C'est Mm, mm. c'est vraiment récurrent. Et ça, donc, ça, c'est pris en compte. Ça, par exemple, une Porte qui personne, claque, par exemple, ouais. ouais, une porte qui Porte qui claque. claque, ouais, ça c'est pris en compte. Une clé qui restait, qui s'est cassée ou qui sort plus de la serrure, oui, ça c'est pris en compte. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont pris en charge. De toute façon, quand tu as un souci, tu appelles directement l'outline. Elle est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mm. Donc tu auras toujours quelqu'un en fait technicien qui va prendre l'appel et qui va pouvoir soit faire un premier diagnostic par téléphone et après t'envoyer quelqu'un, enfin un artisan près de chez toi.
Parce que du coup, c'est quoi la fonctionnalité qui est la plus appréciée chez Monsieur Hugo? Parce qu'en fait, là, on parle effectivement d'un problème de sinistre, mais alors, je pense que l'administratif, le financier, c'est quelque chose bon, qu'on a évoqué, qui est, on va dire, courant toutes les plateformes. Mais ce que j'ai aussi vu aussi, c'est que tu as quand même une expertise sur la gestion des locataires ou le choix des locataires de mémoire. Est-ce que ça, ben voilà, c'est quoi qui est le plus apprécié par Alors, les clients? je dirais, alors, pour la gestion locative, c'est surtout le prélèvement des loyers qui D'accord? est apprécié. Aujourd'hui, on est la seule plateforme à le proposer pour les particuliers. Sinon, il faut passer par des agences immobilières, des grosses agences type des Foncia qui, là, imposent le prélèvement des loyers aux locataires. Par contre, toi, en tant que propriétaire, tu touches, le Foncia te reverse le loyer qui est à la fin du mois entre le 25 et le 30, donc tu as un décalage de trésorerie. Ouais. Donc nous, effectivement, c'est le propriétaire qui fixe la date de paiement. Il dit, voilà, je vais te payer tous les 5 du mois. Donc sur son interface, il dit, OK, le 5 du mois, tel loyer, telle charge. Et ensuite, nous, on lance les prélèvements. Donc ça les rassure parce que c'est pas le locataire qui paye quand il veut et qui fait son virement quand il a envie, mais ça vient vraiment de nous et du propriétaire. Et généralement, les locataires qui veulent pas trop se mettre au prélèvement, c'est qu'on... T'as une chance sur deux ils te payent quand ils veulent. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est quand même un red flag, ça, hein. Après, voilà, donc c'est surtout ça, donc, et surtout parce que ça automatise toute la gestion. Le fait de piloter les Eh flux ouais. financiers, ça, on sait que le loyer il a été prélevé, on peut t'alerter par email comme quoi c'est payé, et derrière, on génère les quittances automatiquement, on met à jour ta compta. Donc, et après, une fois que ça c'est en place, ça tourne tout seul tous les mois. Donc, tu n'as plus rien à faire, hormis gérer les sinistres. Ouais, parce que ça, ouais. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la fiscalité. Parce qu'on a beaucoup d'investisseurs en fait aujourd'hui qui utilisent Monsieur Hugo, et donc les investisseurs ils sont un peu sur des régimes sur lesquels ils y ont réfléchi 5 minutes, et donc c'est essentiellement du meublé, ça peut être des SCI, ça peut être des gens qui achètent des immeubles, et donc sur ce type d'investissement, il te faut un comptable. Ouais. Tu fais pas, tu vois, tu peux pas le faire tout seul, c'est impossible, surtout quand tu déclares au réel. Et donc nous, notre service fiscal, donc on a nos experts comptables qui vont venir récupérer toute la data qui est enregistrée sur le compte de Monsieur Hugo, donc les données comptables, les revenus et les charges. Et derrière, on va leur produire en fait toutes les liasses fiscales, le bilan comptable, et on va télétransmettre leur liasse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé en début d'année, mais il y avait un gros besoin là-dessus, parce qu'aujourd'hui, un comptable, ça coûte au bas mot dans les 600 euros à l'année pour gérer ton, tes liasses fiscales. Nous, on a réussi à diviser par deux les coûts. Donc, on est à peu près à 300 euros à l'année, simplement parce qu'on a réussi à automatiser une bonne partie du traitement comptable en amont. Bah ouais, c'est ça, c'est la saisie, en fait, qui coûte, en fait, à un comptable. La saisie, l'analyse des données Ouais, derrière, la classification. ouais, Donc il y a une partie d'intelligence qu'on a mis là-dedans. Et après, tu as toujours l'expert comptable qui va te valider, te produire et te valider les liasses puisqu'il en prend la responsabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça nous permet de boucler la chaîne sur toute la gestion. Et pour la mise en location, c'est l'analyse des dossiers. Donc nous, le process, c'est assez simple. C'est le propriétaire qui met son annonce en ligne sur Le Bon Coin, par exemple. ouais. Il va avoir plein de demandes de candidats. Et derrière, le candidat, il peut déposer son dossier sur Monsieur Hugo. Et derrière, nous, on va analyser toutes les pièces justificatives. Donc là, on a mis, alors c'est pas nous qui le faisons, mais on a mis en place un partenariat avec le ministère du Logement. Donc toutes les pièces sont automatiquement envoyées au ministère du Logement. Donc il y a des algorithmes derrière qui vont détecter les faux dossiers, qui vont analyser les documents. Si on demande une pièce d'identité et que tu charges, je sais pas, la photo de ton chien, tu vois, ça marche pas. Ouais, Donc tous les documents sont analysés, et en plus tu as un recoupement du bulletin de salaire par rapport aux données enregistrées au niveau du centre des impôts. C'est juste pour s'assurer que le bulletin de salaire n'a pas été modifié ou falsifié, et ouais. que ton salaire net, il correspond aux revenus enregistrés aux impôts. Donc, tu vois, ça te permet vraiment de tout reboucler et de te dire, ok, parce qu'il y a beaucoup de triches, hein, il y a beaucoup de gens, de locataires qui Ouais. falsifient. Mm. Ils sont pas malhonnêtes en soi, mais comme on le disait en début d'émission, il y a peu de logements. Ouais. Il y a peut-être une cinquantaine, moi je frôle pas loin, une 80 demandes à chaque fois de visite pour un logement. Tu vois, il n'y en a qu'un qui va être pris. Ouais. Donc les gens, ils veulent avoir le meilleur dossier, comme quand tu postules à un job, tu peaufines ton CV et tu fais en sorte qu'il soit nickel. Donc là, c'est plus que nickel, puisqu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui modifient leur bulletin de salaire.
Et ça fait peur aux propriétaires de pas savoir analyser un dossier de location, de pas savoir détecter les anomalies sur des feuilles de paye, et puis surtout de prendre quelqu'un qui aura modifié son bulletin de salaire. Le risque, c'est d'avoir des impayés par Ouais. la suite, Mm. parce que forcément, la personne, elle a augmenté son salaire, elle l'a pas diminué. Donc si elle augmente son salaire, tu as un risque qu'elle soit à défaut de trésorerie, peut-être à terme, et donc te retrouver en impayé. Voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est un service de contrôle des dossiers qu'on met à disposition. Donc ça c'est pas mal utile pour les bailleurs, en amont pour la sélection des candidats. Et puis derrière, lorsqu'ils ont sélectionné les candidats, ils peuvent faire leur bail en ligne. On a une application juridique qui te permet de faire, même si tu n'as pas de connaissances juridiques, nous derrière on te produit le bail, il est nickel, il est conforme à la réglementation, tu peux le signer en ligne. Et même les colocs, vous gérez ça un peu? Parce que je crois que je t'avais posé la question, mais en gros, est-ce qu'il y a un module coloc ou c'est native, c'est normal Alors la coloc, oui, on le gère, je dirais même très bien, puisque c'est pas un module natif, mais ça a naturellement été imaginé et pensé pour gérer plusieurs colocataires à la fois. Ouais, Donc, exemple, une coloc avec que ce soit en bail individuel ou en bail unique, mais on le voit plus sur du bail individuel, tu fais un bail par chambre, et donc là, tu peux avoir une coloc avec, nous, on a des colocs qui sont jusqu'à 8. Donc, tu as tes 8 locataires et on va venir prélever chaque locataire un par un avec des loyers différents, des dates d'entrée différentes, des charges différentes, des dates de paiement différentes. Et pour le propriétaire, c'est royalo parce que il a un logement, tous ses colocs, il a ses entrées d'argent qui sont collectées automatiquement, elles sont versées automatiquement. Donc c'est plutôt bien efficace pour gérer de la coloc. Bon, après, ça marche aussi avec un locataire, mais si tu en as plusieurs, chaque colocataire, il a son propre compte. Il valide le mandat CEPA, donc ça, c'est ce ouais. qui nous permet de venir le prélever. Il met son IBAN, où il va être débité. Et puis derrière, après, ça tourne tout seul. Une fois que c'est en place, tu as toute ta coloc qui tourne toute seule. Parce que toi, t'as dit que tu reversais quand? Tu l'as peut-être dit tout à l'heure, mais j'ai pas noté On l'info. reverse, en fait, c'est toi qui fixes la date de paiement. Si tu dis je veux que le loyer soit versé tous les 5 du mois, donc sur l'interface, tu dis voilà, tu choisis le 5, et nous, on va passer les ordres de prélèvement et les ordres de virement au niveau des banques pour que ça tombe effectivement sur la date que tu as remis, quoi, le 5. D'accord, ok. Et ensuite, il y avait une chose que je voulais, parce que je voulais évoquer là, c'était, est-ce que c'est équivalent à un dossier facile, l'analyse des locataires, ou pas? Parce que c'est un peu la start-up d'État, ça. Tu Oui. parlais du gouvernement, c'est ça que vous Oui, c'est utilisez? ça, tout à fait. Alors, ça s'appelle Dossier Facile. Avant, il s'appelait un autre nom. Mais D'accord. voilà, c'est la start-up de l'État donc, qui est incubée au niveau du ministère du Logement. Donc, Ouais, c'est 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 ça. les- c'est chez eux. Et sauf que nous, on a développé des API, des Ouais. connexions directement avec eux qui nous permettent de conserver l'expérience utilisateur, surtout au niveau du locataire. Il dépose tous ses dossiers sur Monsieur Hugo, c'est envoyé, c'est analysé. S'il a un souci pour déposer une pièce, à ce moment-là, il Mm. a la personne physique, hein, un vrai humain, qui lui dit non, voilà, Mm. je sais pas, tu as chargé, t'es étudiant et je sais que t'as pas de contrat de travail, il faudrait que tu me charges plutôt ta carte d'étudiant. Donc il y a des échanges par messagerie interposés qui se font entre donc la personne en charge du contrôle du dossier et le locataire directement sur son interface Monsieur Hugo. Comme ça permet au locataire de rester sur son interface Monsieur Hugo et après le propriétaire, lui, il est averti à chaque fois en temps réel de tout ce qui se passe, quoi. Donc il sait que le dossier a été validé, que s'il veut, il peut partir avec lui. Après, il n'y a pas d'obligation, il peut en prendre un autre s'il le souhaite, quoi. Mais c'est des outils d'aide à la prise de décision. Parce qu'au vu de tout ce que tu évoques, est-ce que vous avez une offre B2B ou c'est quelque chose qui n'est pas B2B possible? Là, je me passe en tant qu'agent, je me dis avec tout ce que vous fournissez quand même, je me dis, moi j'aimerais bien avoir monsieur Hugo qui a une expertise, qui met à jour les trucs, qui collecte. Est-ce que c'est peut-être une feature plus tard ou pas du tout? Ou non? C'est quoi un petit peu? Écoute, ouais, pour les agences immobilières, enfin, oui, pour le B2B, ça fonctionne. Alors, je dirais, oui, ça peut fonctionner. Nous, l'utilisateur de Monsieur Hugo, ça peut être un bailleur qui a un bien ou N biens. Donc, toi, si tu es une agence et que tu veux gérer ton parc de, je sais pas, tu as une cinquantaine de biens, tu peux les mettre dessus. Tu auras les mêmes fonctionnalités, tu auras le même service. Après, c'est dans la communication que tu peux avoir avec les candidats ou les locataires que tu verras Monsieur Hugo. Mais après, en termes de services proposés, ça reste les mêmes, quoi.
Ouais, ok, d'accord. Mais bon, après, il y a aussi... parce qu'en fait, la question que je me pose sous ça, c'est quoi un petit peu le futur de la gestion immobilière? Parce que tu vois, il y a des gens auxquels je pense, avec qui j'ai discuté, qui se disent, moi, je veux pas d'interface, zéro, quoi. Je leur dis, ouais, mais avant qu'on se lance, qu'on structure, je leur disais, mais t'as telle solution, pour... Pourquoi tu le ferais pas? Ah non, 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 je veux pas avoir d'interface avec les locataires. Donc, bon, ça, ces gens-là, effectivement, c'est pas tes clients, ça c'est évident, mais en t'écoutant, je me dis que quand même, il y a quand même ces profils-là qui n'ont pas besoin d'agence parce que au final ces gens-là pour les travaux ils sont toujours en train bah voilà je peux comprendre mais en train de dire bah voilà c'est cher c'est bon bref après nous les artisans il y a certains on les commande pas je veux dire on essaie d'avoir des tarifs cadrés d'avoir des tarifs quand même réglementés mais chacun est libre voilà de mettre un cadre quoi donc c'est pour ça que je te pose cette question d'où c'est quoi l'évolution un petit peu de Monsieur Hugo dans les années futures. Bah écoute, là on est plutôt en train de rajouter à chaque fois des nouveautés, des nouveaux services. Donc là prochainement on va rajouter l'état des lieux, D'accord. Ah oui, oui, euh, effectivement, oui. Oui. entrée ou sortie. Donc ça va être délégué en fait à un agent sur place. Donc on va avoir plus de 700 agents qui vont pouvoir couvrir tout le territoire national. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent pas faire l'état des lieux de sortie ou d'entrée, qui Ouais, sont loin de chez eux ou qui disent ça va être conflictuel et je vais me prendre la tête avec le locataire. C'est ouais, plus à la sortie que t'as ça, parce qu'à l'entrée c'est ouais, facile à faire. ouais. Et donc l'idée c'est de pouvoir sous-traiter et de déléguer cet état des lieux de sortie à un professionnel qui fait que ça et qui aura les outils. Donc la tablette qui va bien pour faire les photos, pour faire tout ça, pour faire un état des lieux professionnel. Donc ça c'est une des évolutions qu'on a prévues. Après, en termes je dirais d'autres choses, c'est de pouvoir faciliter encore plus la tâche au propriétaire au niveau de sa comptabilité, puisque tu sais, quand tu fais ta déclaration, il te faut que tu aies toutes tes données, c'est notamment les charges, il te manque tout le Mm. temps des charges. Donc, c'est de pouvoir se connecter à des briques d'open banking pour pouvoir aller récupérer notamment les dépenses que tu as faites sur ton logement et te dire, OK, on va pouvoir les récupérer, tu as payé ta PNO, tu as payé, je sais pas, des frais d'artisan. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui que la personne elle doit indiquer sur la plateforme en disant voilà, j'ai payé ma PNO 100 euros pour l'année 2024. Donc là, c'est des données qu'on va essayer d'aller récupérer pour pouvoir alimenter en fait ta comptabilité et derrière simplifier la tâche au moment de la déclaration de tes revenus locatifs. C'est toujours galère parce que tu cours après le document, après les Ouais, factures, tu sais jamais si tu as tout mis ou pas. Et alors que c'est une obligation légale, tu es obligé de déclarer tes revenus. Et donc là, tu as un peu de taf, par contre. ouais. Et donc voilà, donc c'est un peu voilà, donc ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on va travailler. Mais moi, je suis convaincu qu'il y aura les gens qui veulent gérer par eux-mêmes sans rien, bah, ils continuent à le gérer par eux-mêmes sans rien. Mais maintenant, tout, tout devient accessible en ligne. Tu prends même le syndic, hein. Les syndics maintenant, tous les syndics maintenant, ils nous mettent une interface en ligne Ouais. pour récupérer le relevé des charges, L'état pour voir les travaux qui daté. ont été effectués. Ouais. Et tout le monde s'y met. Donc la tendance, c'est plus à aller vers des interfaces. Après, Ouais. tu peux avoir plein d'interfaces. C'est peut-être la connexion des différentes interfaces entre elles pour pouvoir échanger les données automatiquement. Peut-être plutôt ça les points à creuser, que de se dire on reste dans le passé sans rien. Après, en termes de suivi, c'est pas efficace. Enfin, c'est plus difficile si tu n'as pas d'interface de suivi. C'est à toi de tout noter sur un cahier, les dépenses, tes Ouais. revenus, est-ce que le locataire il a payé ou pas. Enfin, euh, pourquoi pas? Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, mais tu as surtout beaucoup de personnes qui veulent passer moins de temps et automatiser bah, la gestion comptable administrative, surtout quoi. Même quand on a qu'un, après ça commence à être intéressant quand on a plusieurs, ou même quand tu fais des grosses colocs, Ouais. euh, les gens, ça les intéresse pas de perdre du temps à noter à la mano sur un papier, j'ai fait ça, j'ai dépensé tant pour remettre en état mon appartement, j'ai eu tant de loyer. Euh, voilà, donc moi je dirais c'est plutôt vers une standardisation de l'offre de portail d'accès pour accéder
à ton syndic, à ta gestion locative, à tes produits d'assurance que tu peux avoir à côté. Euh, on va pas revenir dans le passé, je pense pas. On va pas revenir. Mais il en faut pour tout le monde, voilà. Donc il y a encore ceux Ouais, non, je suis complètement d'accord. Ouais. qui gèrent à Et l'ancienne et qui continueront à gérer à l'ancienne. Ils passeront peut-être pas sur ces nouveaux services en ligne, quoi. c'est quoi un petit peu les tarifs, Monsieur Hugo? C'est quoi? Il y a plusieurs paliers. Est-ce que tu peux communiquer là-dessus? Oui, alors nous, on a une offre qui est simple, c'est juste un abonnement. Donc, c'est pas un pourcentage du loyer. Donc, ça, c'est aussi une autre différence par rapport à une agence qui s'est indexée sur le loyer. Ouais. Donc, quand tu as une coloc avec 8 colocataires et des loyers différents, ça peut vite te revenir très cher. Nous, c'est un abonnement par logement. D'accord. Donc, quel que soit le nombre de colocataires ou de locataires, peu importe, le prix, il est le même. Et donc l'offre premium, on va dire, est à 33,90 € et ça te permet d'avoir accès à toute la plateforme de gestion locative. Et tu as aussi les deux garanties, donc la protection juridique premium et le dépannage d'urgence. Ok. Donc, pour te donner des éléments un peu plus financiers, tu vois, le dépannage d'urgence, tu as le droit à 21 interventions dans l'année. Sachant que chaque intervention est financée à 400 euros, ça Ouais. fait 21 fois 400, on est à plus de 8 600 euros de budget auquel tu as droit dans l'année pour faire intervenir des artisans. Donc ça, c'est énorme. Et Mm. toute la partie juridique, à chaque fois que tu as un litige, on va te financer jusqu'à 10 000 euros de frais. Donc payer les avocats, payer les huissiers, payer toutes les expertises judiciaires. Voilà, tout ça. Un Parce- procès en France, ça coûte assez cher, hein. Je sais Ouais. pas si tu as déjà eu l'occasion de faire un procès, mais Je touche du bois, non. non, bon, Je touche du bois. ça coûte à peu près 4 000 euros. C'est la somme qu'il faut que tu dépenses si tu dois payer tout le monde, enfin, tout le personnel juridique. Donc là, ça s'est pris en charge par notre partenaire, par AXA. Voilà, donc dans cet abonnement, en fait, tu as à la fois la plateforme et ces deux garanties protection juridique qui gèrent aussi les impayés et le dépannage d'urgence, quoi. Après, Parce on que a des formules à la carte. Sinon. du coup, après les impayés, s'il y en a un, c'est qui prend le relais? C'est Monsieur Hugo ou la AXA? Alors nous, c'est l'assureur. Donc Ouais. pareil, quand tu as un impayé, tu appelles le juriste, tu Ok. déclares ton sinistre. Et là, à ce moment-là, le juriste va lancer la procédure judiciaire. Ok. C'est-à-dire qu'il va mettre en place des saisies sur compte bancaire ou sur salaire, récupérer l'argent que le locataire te doit et te le restituer in fine. Et si le locataire il n'est pas solvable, à ce moment-là, il ne se pose pas la question, il lance la procédure d'expulsion. Parce qu'il faut bien voilà, pas regarder un logement où les gens ne payent pas. Et donc, tous les frais pour expulser le locataire sont aussi pris en charge par AXA. Et donc, tu as une procédure, on va dire, de A jusqu'à Z qui est suivie par le juriste. Voilà, donc t'es pas indemnisé par rapport à une JELI où l'assureur va t'avancer l'argent. Ouais. Là, on attend que le procès soit fini, que l'assureur il ait récupéré les fonds, ensuite il te les restitue. Donc, il faut avoir un petit peu de trésor. D'accord. Ouais. Donc on peut pas faire la garantie Visale également. Non, c'est pas possible. Si, si, si. Ah, tu peux Si. cumuler la garantie Visale. Donc, D'accord. si ton locataire il est éligible Visale, Ouais. bah, tu prends la Visale et en parallèle, effectivement, tu as la protection juridique, mais qui va couvrir tout le reste. Visale couvre que les impayés, mais si c'est un locataire, je sais pas, Hmm. qui fait trop de bruit, qui veut pas quitter le logement, ou même ça peut être un artisan qui est venu chez toi, qui a mal fait le travail et que ça fuit dans tous les sens, bah là, la protection juridique va pouvoir intervenir, D'accord. aller négocier auprès de l'artisan et lui demander de revenir pour finir les travaux ou de te dédommager. Donc, voilà, nous, la protection juridique couvre tout le monde, enfin tous les litiges, je veux dire, et c'est parce que c'est le logement qui est assuré contre tous les risques locatifs. Après, D'accord. Visal, c'est le locataire qui est assuré, donc il faut qu'il monte pas de blanche, Ouais. qu'il rentre dans les cases de Visal. Ton Hmm. logement rentre dans les cases, que tu n'ailles pas un loyer trop cher, sinon ça rentre pas. Et à chaque turnover de locataire, il faut refaire le Visal. Tout à fait. Exactement. Oui. Parce qu'en fait, on l'a un peu parlé tout à l'heure, mais tu as quand même écrit un bouquin sur la gestion locative. Alors, je l'avoue humblement, je ne l'ai pas lu, mais il y a longtemps ou pas? Je ne t'ai pas posé la question au début, mais Non, non, il est sorti en février. d'accord, Enfin, il était en rédaction depuis en 2023, il est sorti en février 2024. Donc sur la mise en location. Donc j'y parle notamment comment choisir un locataire, comment analyser les pièces justificatives des candidats, d'accord. c'est quoi les erreurs quand tu fais un bail de location. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, il faut vraiment rester dans les clous. Sinon, tu te payes des amendes administratives.
Maintenant, c'est même écrit en clair, en énorme, en gras sur le site de l'État, des amendes jusqu'à 5 000 € si tu te plantes. Ouais, non, faire un bail maintenant, Euh, c'est être juriste. c'est C'est voilà. c'est un Donc truc de mais fou. après voilà, c'est aussi un métier. C'est pour ça qu'il y a des professionnels Ouais, tout comme toi qui sont là parce qu'ils connaissent le métier, qu'ils connaissent la profession et qui permettent aux propriétaires qui ne connaissent pas grand-chose d'avoir un bail conforme, d'avoir des actes de caution solidaire conformes. Euh, et puis je parle aussi des garanties. Dans le livre aussi, je parle des différentes garanties pour se protéger des impayés. Il y a Visal, mais il y en a d'autres. Il y a ouais. d'autres dispositifs. Voilà, donc ça permet d'éclairer la personne qui veut se lancer pour commencer à investir. Et la mise en location, c'est l'étape la plus importante. Il faut pas se louper parce qu'une fois que tu as ton locataire, tu peux pas le mettre dehors. C'est Exactement, ouais. Ouais. impossible à mettre dehors un locataire. Donc il faut Bah, bien choisir. c'est pas impossible, mais le chemin est long, Le, disons. ouais, le chemin est très long, Ouais, donc ouais, autant perdre un peu de temps en amont à ouais. bien choisir, à faire les choses proprement, même que ce soit dans le choix dans la rédaction du bail ou dans le choix de la garantie, parce que tout le temps que tu perds, entre guillemets, limite c'est du temps que tu auras pas à gérer en sinistre ou en problème avec ton locataire. Voilà, puis là j'en prépare un second sur la gestion locative D'accord. cette fois-ci, Ok. pour compléter le panel de Ben, l'investisseur. non, mais parfait. Mais en plus, dans cette continuité-là aussi, tu deviens une star télé, là, puisque tu m'avais dit ou évoqué que tu fais proprio à tout prix. Donc, c'est une émission que j'avoue que j'ai très peu regardé, mais parce que tu peux me donner un peu les horaires, un petit peu ce que tu fais, pourquoi on t'a contacté, un petit peu, pourquoi tu fais partie de cette équipe-là, de cette team-là. Oui, alors donc l'émission Propriété à tout prix, elle est produite alors elle est diffusée sur les chaînes du groupe M6. Ça passe le dimanche matin. C'est tous les dimanches matins. Ça cible c'est un peu le télé-shopping de l'immobilier. D'accord. Voilà. Où en gros dans l'émission, tu as plein de biens qui sont à vendre, qui sont mis en avant par la production, donc ils font des reportages télé chez la personne qui va vendre son bien. Tu as des reportages aussi sur l'actualité immobilière. Et puis tu as des chroniques aussi qui sont. Donc moi j'interviens sur une chronique sur la gestion locative. Donc ouais, j'y parle, je parle ça peut être le bail de location, des garanties pour se protéger des impayés. Voilà, c'est des chroniques qui sont assez courtes, hein, ça dure 4-5 minutes. Voilà, c'est une expérience euh, différente des podcasts. Ah oui, oui. Les podcasts, on est plus tranquille, Ah oui. on n'est pas timé. Quand tu passes à la télé, c'est millimétré, tu peux pas parler une seconde de plus. Tout est relu et revalidé par M6 parce que tu passes à la télé, donc Ouais. t'as l'autorité de régulation, tu vois, de la télé qui veille à ce que tu dises pas de bêtises. Tu vois, en podcast, on peut dire des bêtises, mais bon, on va pas essayer. Mais en tout cas, il n'y a pas Ouais. d'autorité qui va réguler tout ça. On comprend l'image. Voilà, donc c'est différent. Puis tu vois, tu as un énorme plateau, tu as des maquilleurs, tu as un preneur de son, tu as des caméramans partout, tu as une prod qui est juste derrière, des tables de montage dans tous les sens. Enfin, c'est une expérience à vivre qui est différente du podcast. Tu vois, c'est plus intimiste, on est tous les deux, que je préfère d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est intéressant aussi d'avoir des expériences différentes. Et après, comment je suis arrivé là, je crois que c'est de bouche à oreille, en fait, ou contacter des gens que je connaissais, qui m'ont mis en relation avec les personnes de la production, qui se sont dit, ah bah effectivement, on aimerait bien ouvrir une chronique sur l'investissement locatif. C'est quand même un vrai sujet en France. Il y a beaucoup de gens qui investissent pour faire de la location. Il n'y a pas que des gens qui achètent pour leur résidence principale. L'émission était orientée sur tu vois, sur les gens qui achètent leur résidence principale. Mais donc là, ils voulaient s'ouvrir. Donc ça a été l'opportunité de se dire, bah, on fait intervenir quelqu'un qui s'y connaît sur tout ce qui est gestion et investissement locatif, et puis on en fait une chronique, quoi. Bon, mais parfait. Bah, non, mais c'est bien parce que ça assoit ta légitimité, ta crédibilité. C'est sûr, même si l'exercice n'est pas évident, c'est ce qu'on peut comprendre entre les lignes, mais bon, ça assoit aussi la crédibilité.
Et malgré tout, je pense que ça a dû aussi faire peut-être un peu plus connaître Monsieur Hugo, et tant mieux, quoi. Je veux dire, ça sert aussi à ça, je pense, et c'est évident, quoi. Ouais, tout à Bon, fait. bah écoute, Bruno, on a fait un gros tour. Là, je reprends un peu mes notes parce qu'on a quand même évoqué pas mal de choses. Est-ce qu'il y a une question ou quelque chose qu'on a oublié d'évoquer que tu souhaites partager sur ce que j'ai peut-être oublié? Mais moi, j'ai parlé de beaucoup de choses. Et on a fait un gros tour sur la gestion locative. Donc, est-ce que tu as en tête quelque chose que tu souhaites évoquer? Bah écoute, je pense on a effectivement fait le tour. Peut-être euh, euh, pour ceux qui nous écoutent ou qui veulent investir ou qui sont sur le point de mettre en location, passer un petit peu de temps pour bien choisir le locataire. Ouais, Même moi, avec les années d'expérience, j'ai envie de prendre le premier qui arrive et qui me dépose son dossier. C'est tentant, hein. C'est ouais, tentant non. parce que tu te dis, bah, il est là, le contrat il est fait, tu vois les loyers qui tombent. Voilà, mais passer un petit peu de temps quand même à choisir le bon locataire, parce qu'on le disait, tu peux pas le changer. Et puis poser vachement de questions aussi pour savoir euh, sa situation. Est-ce qu'il veut vivre tout seul, en famille, où est-ce qu'il habite, c'est quoi son temps de trajet euh, qu'il va devoir faire tous les jours. Toi, c'est ça, c'est des Ouais, petites. domicile travail. Ouais. Les gens, ils cliquent sur les annonces, mais en fait, ils travaillent à l'autre bout de l'annonce. Et on leur dit, mais c'est pas adapté, quoi. En transport en commun, c'est 20. Non, non, c'est 40. Ah, ok. Donc, non. Ouais. Tout ça, ça te permet de voir si le locataire il va rester ou non. Tu vois, on fait pas la location Airbnb à la semaine. Moi, je veux que les locataires ils restent longtemps, quoi. Donc voilà, essaye de trouver les petits détails lors de la visite et qui vous permettront de faire le tri derrière, de dire, ok, je suis là, potentiellement, il va rester quelques années. Donc c'est bien, enfin c'est ce qu'on recherche tous, hein, on ne veut pas faire des turnovers tous les ans. Ouais. Et puis aussi, prenez les bonnes garanties pour en cas d'impayé. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut prévoir en amont euh, et pas attendre qu'on soit en difficulté pour se dire, ah oui, comment je vais faire pour gérer. Voilà, donc ça, même si dans les faits, il y en a peu des impayés, tu vois, il n'y a que 2% du parc, un peu plus, on doit être à 2,2 de bailleurs qui ont des impayés. Mais il faut pas être dans ces 2% là. Ouais. Ouais, il vaut mieux éviter, c'est sûr. Mais après, des fois, c'est pas évident. Parce qu'il y a des locataires qui savent très bien faire et qui mentent. Et bon, bref, c'est pas forcément Ouais, ouais, évident. ouais. Qui sont très Donc bons. voilà, donc passer du temps en amont sur l'analyse des dossiers, Hmm. surtout les bulletins de salaire, parce que c'est là où on peut détecter pas mal de petites anomalies. Et puis, bah, peut-être pour ceux que ça intéresserait, je te donnerai le lien. Ils peuvent télécharger un extrait de mon livre, donc c'est un fichier PDF sur mon blog pour détecter les faux dossiers, quoi. Où là, toute une analyse qui est faite, qui est peut-être intéressante pour ceux qui veulent prendre le temps d'avoir la théorie. Ok. Bon, bah écoute, en tout cas, on mettra tout ça en lien de description, on s'en occupera avec grand plaisir. Où est-ce qu'on te trouve le plus, toi? T'es peut-être plutôt Team LinkedIn ou un autre réseau social Alors, sur LinkedIn, donc Ouais, Bruno Cantegrel, ça va me trouver. Et après, bah, sur notre site monsieurhugo.com, ouais. on a un formulaire de contact pour ceux qui veulent des informations, quoi. On y répond avec plaisir. Bon, mais écoute, en tout cas, merci Bruno. Ça a été un plaisir. Et je doute pas qu'on refasse un petit peu, on avait peut-être plus ou moins évoqué, mais peut-être des podcasts plus thématiques pour entrer vraiment dans le détail en fonction des retours qu'on va avoir et même des choses qu'on a l'idée, parce que moi j'en ai d'autres là qui ont fusé. Ok. Tu vois, de vraiment thématique, parce que la gestion locative c'est hyper large, la mise en location, gestion locative, gestion des sinistres, gestion des locataires. Bref, on l'a quand même évoqué pour être le plus généraliste possible et pour que les gens puissent te connaître et connaissent un petit peu qu'il y a des solutions autres que le tableau Excel, la gestion de bon père de famille et une agence immobilière qui est complètement à l'opposé. Il y a un assistant personnel que je pense est quand même très adapté pour l'avoir bien regardé. Et surtout, j'ai vu que, peut-être je pourrais clôturer sur ça, mais que tu as quand même des PDF ou en tout cas des articles de blog très précis Mm. sur des thématiques. Et ça, c'est même moi, on connaît pas tout, mais j'ai apprécié d'en lire certaines pour préparer l'entretien. Et je le dis, et c'est hyper précis et hyper recherché.
Donc, la fiabilité de certaines infos, il y a d'autres infos que je maîtrisais, donc je peux le dire que c'était bien rédigé, d'autres que j'ai appris des trucs. Voilà, donc je tenais aussi à dire ça, parce que quand la qualité du travail est au rendez-vous, il faut le dire. Voilà. En tout cas, de ce que j'ai pu voir. En tout cas, merci. Effectivement, on a un blog où on a pas mal d'infos. Donc, en mode recherche active, tu trouveras. Ceux qui nous écoutent pourront aussi trouver des informations sur un peu tout, même la fiscalité, beaucoup de choses sur la fiscalité, c'est ultra complexe. Ok. Mais en tout cas, merci pour tes retours. Bon, mais merci à toi et à très vite tout le monde. Ciao, ciao. Merci. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clan. Donc je vous dis à très vite. Ciao.